Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est le décret qui a mis le feu aux poudres. Au lendemain de la grève des enseignants, le gouvernement n'a pas tardé. Le décret portant sur la contestée réforme du collège a été publié au journal officiel. Les syndicats se disent outrés. Nicolas Sarkozy dénonce un passage en force. Les attaques se font encore plus vives dans les deux camps. On en parle dans le club d'éditorialistes du mercredi 22h. 2017 dans toutes les têtes, à droite et à gauche. François Hollande met en avant son action à la tête de l'État. En déplacement à Carcassonne hier, le président a prononcé un discours à forte connotation préélectorale. Dans le même temps, la droite se réorganise, changement de nom et d'équipe. Les détails dans ce journal. Au Mali, les forces spéciales françaises ont abattu deux importants chefs djihadistes. Les deux hommes sont parmi les principaux responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'Ansar Dine. L'un d'eux est lié à l'enlèvement et au meurtre des journalistes de RFI à Kidal en 2013. Enfin, c'est l'un des derniers verrous avant Damas, la ville de Palmyre, en proie à de violents affrontements entre l'armée syrienne et les terroristes de Daesh. Les combattants de l'État islamique progressent et maîtrisent la quasi-totalité de la ville. L'inquiétude, bien sûr, est très forte pour les populations sur place et pour la ville elle-même, joyau de l'Antiquité classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le décret de la discorde. Après sa publication ce matin au journal officiel, l'opposition a dénoncé un coup de force du gouvernement et les syndicats se sont dit outrés par la méthode. Le débat autour de la réforme du collège n'en finit pas de provoquer la polémique. On voit tout cela avec Nathalie Guillouard. C'est le décret qui met le feu aux poudres, mais qui n'entame en rien la détermination du gouvernement. Pour Manuel Valls, comme pour la ministre de l'Éducation, l'heure est à la réforme, fut-elle à marche forcée. Cet après-midi encore à l'Assemblée nationale, Najat Vallaud-Belkacem ne cède sur rien. Il y a un moment où il faut laisser les polémiques de côté et faire du travail de fond. De quel travail de fond parlons-nous? De la réforme du collège. S'il vous plaît. Pourquoi fallait-il publier ce décret? Parce que la réforme se fera, elle doit se faire, elle est indispensable. Face à cette détermination, l'opposition voit rouge et réclame l'abrogation du texte. François Bayrou, lui, réclamait une manifestation nationale ce matin. La parution de ce décret, les opposants le digèrent mal. La présidente de la commission de l'éducation du Sénat y voit, elle, un passage en force. La vraie provocation, c'est de faire paraître un décret le jour même où les enseignants, à juste titre, manifestent leur désapprobation sur la méthode. Là, il y a une obstruction, l'empêchement pour les représentants de la nation, mais aussi pour les communautés éducatives, les enseignants, les parents, de débattre de ce qui concerne quand même l'avenir de nos jeunes. Le décret fixe les grands axes de mise en œuvre de la réforme. Des points sensibles y sont inscrits comme l'interdisciplinarité ou la deuxième langue vivante avancée en 5e. Mais pour ce sénateur socialiste, il n'y a eu aucune précipitation de la part du gouvernement. Ce n'est pas une provocation, c'est simplement la volonté affirmée de faire fonctionner ce décret. Parce qu'un décret, c'est un cadre large, c'est comme la loi. Ensuite, ce sont les circulaires d'application qui sont importantes. Et je crois qu'il y aura là une concertation qu'il souhaite d'ailleurs et qui est nécessaire. Le débat est loin d'être clos. Un syndicat enseignant menace de boycotter le brevet des collèges. À 200 jours de la COP 21, c'est la grande conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre prochain. François Hollande sonne la mobilisation pour les entreprises. Les gouvernements seuls ne pourront pas atteindre les objectifs de ce sommet, a-t-il prévenu devant un parterre de leaders économiques au siège de l'UNESCO. Les détails avec Quentin Calmet. Le message aux entreprises est clair. Elles doivent elles aussi participer à l'effort de la transition énergétique. François Hollande accélère et le répète à l'envi, il y a urgence sur la mobilisation. Nous avons besoin d'une alliance pour réussir la conférence de Paris. Une alliance large, très large, des citoyens, de leurs représentants, des entreprises, des États et de tout ce qui contribue à prendre une décision. À l'UNESCO, le monde de l'entreprise affiche sa bonne volonté et entend démontrer qu'il s'investit sur le sujet à l'échelon international. Beaucoup d'entreprises présentes aujourd'hui veulent montrer que réduire les gaz à effet de serre, c'est possible et que c'est même bon pour le business.
Même son de cloche en France, car selon le MEDEF, l'engagement des entreprises est indispensable à la réussite de la conférence climat de Paris. Que les solutions passent par les entreprises et en particulier par les entreprises européennes et les entreprises françaises. Il existe beaucoup de filières d'excellence de lutte contre le changement climatique en France et il faut aller encore beaucoup plus loin dans ce sens-là pour pouvoir réussir à relever le défi qui est le nôtre. De leur côté, les ONG environnementales restent très prudentes. Pour elles, beaucoup d'entreprises tiennent un double discours. Par exemple, EDF et ex-GDF, Suez, Engie maintenant, deux grandes entreprises énergétiques françaises. Elles disent s'engager pour la transition énergétique en France, mais à l'étranger, dans le reste du monde, elles investissent massivement dans le charbon, qui est une énergie extrêmement sale, responsable du changement climatique. Donc elles ont 46 centrales dans le reste du monde qui sont responsables de la moitié des émissions, l'équivalent de la moitié des émissions de la France. Donc c'est absolument considérable en termes d'impact climatique. Cela fait plusieurs mois que François Hollande maintient la pression sur ses homologues du monde entier. Depuis aujourd'hui, à 200 jours de la COP21, la sphère économique est également dans la course. Stéphane Le Foll évoque la mise en place progressive d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le porte-parole du gouvernement a prévenu que le travail allait s'engager sur ce sujet. Dans l'actualité, A, B, C, D, voilà les 4 motions au texte programmatique qui seront soumis demain au vote des militants socialistes. C'est le coup d'envoi du congrès du PS. Alors chaque motion représente un courant et l'exécutif mise sur la victoire du texte A porté par Jean-Christophe Cambadélis. Les explications avec Jérôme Rabier. Ils sont tous socialistes mais leurs idées sont parfois éloignées, ce qui permet aux 4 motions en lice de se distinguer. En matière d'économie d'abord, tous placent en tête ce sujet, mais avec chacun leur priorité. Prolonger ce qui a été fait depuis 2012 pour la motion A, portée par Jean-Christophe Cambadélis et soutenue par l'ensemble du gouvernement, mais avec certaines corrections pour donner des gages à Martine Aubry qui les a ralliés, comme mener à bien la réforme fiscale. Pas le même son de cloche pour la motion B des frondeurs portée par Christian Paul, qui veut rediscuter du crédit d'impôt compétitivité et des 15 milliards d'euros du pacte de responsabilité. La motion C menée par Florence Augier prône la priorité aux PME et la fin de la baisse des dotations aux collectivités, quand la motion D des non-alignés, menée par Karine Berger, soutient la politique gouvernementale tout en demandant des contreparties plus importantes aux entreprises. Sur l'Europe, les positions sont moins tranchées, puisque même la motion A du premier secrétaire défend une réorientation de la politique européenne. Les frondeurs vont plus loin en réclamant une Europe sociale et la fin de la rigueur. Pour la motion C, priorité à la lutte contre le dumping social et fiscal, avec une Europe fédérale comme objectif. La motion D veut, elle, renégocier un nouveau traité de Maastricht 2. Enfin, sur la vie interne du parti, la motion D de Karine Berger veut un PS participatif et un siège déménagé en banlieue, quand la motion C appelle à une démocratisation complète et profonde du parti. La motion B des frondeurs veut un PS autonome du gouvernement, qui déménage aussi de Solferino. La motion A, dont Jean-Christophe Cambadélis est pourtant déjà à la tête du parti, prône un Big Bang dans l'organisation et veut atteindre les 500 000 militants. Pas question pour eux de primaire, alors que les 3 autres motions défendent cette procédure. C'est désormais aux 130 000 adhérents du PS de choisir le projet qui décidera de l'avenir du parti. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes. Mais d'abord, le rappel des principales informations en France et dans le monde, dans le tour de l'info signé Agathe Pécastin. Certains chômeurs de plus de 60 ans percevront une aide, une prime mensuelle de 300 €. Un dispositif important annoncé par le ministre du Travail, François Rebsamen, devant l'Assemblée nationale. Il consistera, je veux vous le dire à cet instant, à verser une prime mensuelle de 300 € par mois aux bénéficiaires de l'ASS ou du RSA Socle, qui percevront ainsi une aide d'un montant de plus de 800 € en attendant de pouvoir liquider leur droit à la retraite pour un bénéficiaire. Autre mesure qui concerne cette fois l'ensemble des chômeurs. Pôle emploi approuve la généralisation des contrôles déjà expérimentés dans 3 régions en France. Une équipe de 200 agents sera opérationnelle dès le mois d'août. Fini le retard de paiement pour les nouveaux retraités. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, annonce un droit opposable à la retraite. Désormais, dès le jour de leur départ, les retraités devront toucher leur pension dans les temps. Depuis plusieurs mois, de nombreuses retraites en Picardie ou dans le Languedoc-Roussillon n'ont pas été versées. Plus de 3000 dossiers doivent encore être régularisés.
Pierre Moscovici devant les sénateurs. Une première depuis qu'il est commissaire européen aux affaires économiques et financières. L'ancien ministre de l'économie est revenu sur les négociations entre la Grèce et l'Europe. Il faut maintenant aller vite. Il faut accélérer. C'est dans les quelques semaines qui viennent qu'un accord doit être réalisé. Mon sentiment, ce matin, c'est qu'il est possible. Aujourd'hui, Athènes fixe un ultimatum à ses créanciers. Faute d'accord, elle ne paiera pas sa dette de 302 millions d'euros au FMI. Le programme européen d'aide à la Grèce doit être conclu avant le 30 juin prochain. Agnès Sall pourrait être de retour au ministère de la Culture. Une information révélée par le journal Le Monde. Il y a moins d'un mois, l'ancienne directrice de l'INA avait dû démissionner face au scandale de ses notes de frais de taxi. Une démission à la demande de Fleur Pellerin, qui aujourd'hui pourrait la nommer chargée de mission. Le club d'éditorialistes du 22h, c'est l'analyse et le débat sur les thèmes qui rythment l'actualité avec les journalistes de la presse écrite, les spécialistes en communication politique et le tout, vous le savez, comme tous les mercredis, croqué en direct par notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci de nous accompagner. Et avec nous aussi ce soir, Cécile Cornudet, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, éditorialiste politique aux Échos. Avec nous également Claude Posternac, bonsoir. Fondateur du site d'information l'important.fr, président de l'agence de communication La Matrice. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, éditorialiste politique au Figaro. Et nous accompagne également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et voici les thèmes de notre club ce soir. D'abord, passage en force ou signe de détermination. En tous les cas, la publication ce matin au journal officiel du décret portant sur la contestée réforme du collège a provoqué un déluge de réactions. Indignation des syndicats, colère de l'opposition qui dénonce la brutalité politique du gouvernement. Alors qu'en est-il réellement ? Pourquoi l'exécutif a-t-il choisi cette méthode ? Et puis, sur ce sujet comme d'autres, les débats sont de plus en plus vifs. Vous l'avez sans doute remarqué, les oppositions et clivages droite-gauche de plus en plus marqués. Pas de doute, la campagne a bel et bien commencé. 2017 dans toutes les têtes. François Hollande multiplie d'ailleurs les prises de parole, comme hier à Carcassonne. Et Nicolas Sarkozy veut apparaître comme le rassembleur de sa famille. Analyse des stratégies à droite et à gauche. Et on va commencer par l'actualité qui a marqué la journée. C'est le décret qui a mis le feu aux poudres, Guillaume Tabar, au lendemain de la grève des enseignants, sans trompette ni tambour. Au contraire, on découvre au petit matin, eh bien, dans le journal officiel, ce décret, cet arrêté relatif à la contestée réforme du collège. Déluge de réactions, mais d'abord sur la méthode du gouvernement. Est-ce que c'est une surprise ? Écoutez, en tout cas, c'est très signé Valls. Le Premier ministre nous a habitués à ces accélérations du tempo politique destinées à empêcher précisément un dossier de pourrir. Pour ne prendre que deux exemples qui ne sont pas comparables en termes de contenu, mais en termes de méthode politique. Souvenez-vous, lors de la provocation d'Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse, un dimanche après-midi, le lundi matin, Montebourg était mis à la porte du gouvernement, donc Manuel Valls a préféré provoquer une crise gouvernementale immédiate plutôt que d'avoir une situation pourrie à l'intérieur de son gouvernement. Et puis l'autre exemple, c'est bien sûr le recours au 49.3 pour faire passer la loi Macron. Là encore, un geste de provocation à l'égard des frondeurs, au moment où on pouvait penser qu'ils allaient chercher à les apaiser, mais il préférait une provocation immédiate et donc une tension forte au sein du PS, mais au moins la loi ait ainsi été passée. Là, il tente la même opération, c'est-à-dire qu'aller vite pour rendre l'adoption de cette réforme irréversible. La difficulté, c'est là où le pari est risqué pour Manuel Valls, c'est que cette fois-ci, pour un gouvernement, c'est toujours bien de dire, voyez, moi je fais preuve d'autorité, j'assume ma réforme. Mais c'est bien lorsqu'on peut montrer à son électorat que l'on tient tête à des opposants. Là, il tient tête à son électorat de base, car ce sont quand même, plus que la droite, c'est quand même les profs qui sont aussi de cette réforme, les profs qui sont quand même le dernier bastion électoral de la gauche. Mais Claude Posternac, est-ce que le gouvernement n'a pas fait hier les comptes en observant de très près le nombre de grévistes ? Il s'est dit c'est une mobilisation mitigée, à nous de jouer, on y va, on le publie dès le lendemain. Je pense que d'abord, c'est vrai, la mobilisation était plutôt faible. Il y avait 28% de grévistes, donc on peut considérer que c'est faible. Mais je pense que, et je suis d'accord avec Guillaume, on est dans une logique qui est une logique d'autorité de la part du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il occupe un espace politique, un espace de com, qui est très différenciant par rapport au président de la République, donc il va à fond systématiquement dans le discours de l'autorité. Alors, bien évidemment, il y a une limite, puisque là, vous êtes face à une autorité qui va face à un électorat classique de gauche, mais il fallait le faire, il n'y avait pas d'autre choix.
Le vrai sujet qui va se poser maintenant, c'est la dialectique qui va exister entre le président de la République et son Premier ministre. Alors on sait qu'il y a 20 points d'écart dans l'opinion entre les deux. Comment les choses vont se gérer? Alors est-ce qu'on se retrouve dans une situation un peu particulière où le Premier ministre va mettre le tempo et le président va suivre le tempo de son Premier ministre? Ou est-ce qu'on va se retrouver dans une situation plus de cohabitation où le président de la République va calmer son Premier ministre nerveux comme Chirac savait calmer Lionel Jospin en disant « pensez aux Français, les Français souffrent », etc. Et je vois très bien Hollande rentrer à un moment donné dans ce type de discours. Donc on risque d'avoir une situation un peu particulière d'une cohabitation qui va être de plus en plus dure, avec un Premier ministre qui va accélérer de plus en plus, qui va être de plus en plus dans l'autorité, et un président de la République qui, lui, connaît le Parti socialiste comme sa poche, qui sait qu'il doit composer avec et qui va petit à petit venir en président de la 4e République défendre les bons Français. Un coup d'œil à la première caricature d'Hervé Baudry, une nouvelle voiture. Oui, le gouvernement a inventé, après la voiture balai, vous savez qu'après les manifs, on nettoie la voie. Là, c'est la voiture décret, donc ça perd pas de temps, hein, c'est dans la nuit. Voilà, Cécile, vous entendez ce que dit Claude Posternac? Il parle d'une une cohabitation tendue dans le couple exécutif. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement c'est un jeu? Manuel Valls sert François Hollande qui part aussi un peu en campagne. Sur d'autres sujets peut-être, en l'espèce sur le collège, je pense qu'ils ont fait la même analyse. Ils ont fait l'analyse que le sujet était devenu politique. Avant d'être un problème avec les syndicats, un problème social, ils se sont servis de l'hostilité de la droite à l'égard du collège pour en faire un objet politique presque déconnecté du problème syndical. Et d'ailleurs, ça a un peu, je pense, ça s'est un peu retourné contre la droite parce que finalement, est-ce que la faiblesse de la mobilisation dont on parlait, elle n'est pas liée au fait que pas mal de professeurs se sont dit bon, c'est vraiment un affrontement gauche-droite. Est-ce que je me retrouve finalement du côté de la droite à être contre cette réforme? Donc je pense que Valls, s'il a été vite, c'est qu'il a voulu profiter de ça, comme agir encore en politique, comme la droite lui donnait la possibilité, il a foncé. Alors on va parler dans quelques instants de l'interview que vous a accordée Nicolas Sarkozy au Figaro demain. Un mot encore, Jean-Louis Gombault, si on regarde de près les réactions de l'opposition ce matin, entre ceux qui ont demandé l'abrogation du décret, ceux qui ont appelé à une grande manifestation, etc., c'est une véritable mosaïque, cette opposition. Est-ce que le gouvernement n'a pas eu raison de choisir ce chemin de crête et de passer? On est surpris d'abrogation des décrets. En fait, il faudra abroger la loi, d'abord, avant l'abrogation des décrets. Or, quand même, dans la Ve République, c'est l'exécutif qui a la maîtrise du calendrier. Alors, je vois bien qu'il y a un rapport entre la manifestation d'hier, qui n'était pas aussi importante, pour deux raisons, ce que vous avez dit, Cécile, tout à l'heure, mais aussi parce qu'ils savaient que, de toute façon, les carottes étaient cuites, et donc ça ne valait pas le coup de se lancer dans cette affaire. Enfin, la loi a été votée il y a 2 ans. On publie les décrets 2 ans après loi. On est dans la moyenne, en gros, parce que vous savez qu'en France, on publie toujours les décrets très en retard. Le contenu de cette réforme du collège, on la connaît depuis 2 mois. Seulement. Oui, mais enfin, ça s'inscrit dans une loi générale de Payon qui a été votée il y a 2 ans. Et quand on regarde par rapport à la loi sur le mariage pour tous, ça s'est fait également, la promulgation de la loi, pas exactement les décrets, c'était publié extrêmement vite. Et la réforme des retraites de M. Sarkozy, où là, il y avait quand même beaucoup plus de manifestants contre cette réforme des retraites, la promulgation de la loi a eu lieu 1 mois après le vote de cette loi. Oui. Donc, quelque part, l'exécutif en France a la maîtrise du calendrier. Alors, ce qui est la différence, c'est qu'effectivement, dans cette affaire de collège, le fait, c'est que c'est pas seulement la droite qui était contre, c'est évidemment une partie de son électorat. Mais je trouve quand même de dire qu'il s'agit d'un coup de force, ça me paraît un peu excessif, compte tenu du système constitutionnel français. Alors le mot, c'est la phrase, c'est celle de Nicolas Sarkozy. On va voir tout de suite la une du Figaro demain. Guillaume Tabar, Claude Posternac. C'est vrai que dans l'opposition à cette réforme, on a surtout vu Bruno Le Maire qui avait pris une certaine avance. Est-ce qu'il y a aussi justement une course également à l'intérieur de l'opposition et chacun qui se place pour la suite? C'est clair, mais avant toute chose, il y a un vrai sujet en France, c'est-à-dire que le sujet de l'éducation est un sujet majeur. C'est vrai. Comme pouvait être le sujet de la fiscalité, Vous avez raison de le rappeler. Comme pouvait être le sujet des entreprises. Et malheureusement, le gouvernement a tendance à prendre à chaque fois le petit bout de la lorgnette pour régler les problèmes. Alors on se retrouve avec
des lois qui sont pas abouties, alors qu'on sait que le changement dans l'éducation doit être véritablement fort. Hein. Il y a un système aujourd'hui français qui va de l'éducation à l'université, c'est-à-dire qu'on forme des gens pour l'université. Et moi, j'avais été frappé par un commentaire chinois qui disait « c'est formidable, en France, vous formez des étudiants à l'université, nous on forme des chercheurs ». Bon. Et pour aller plus loin derrière cette phrase, c'est que la France a besoin de relais de croissance. On a eu Ariane, on a eu Airbus, on a eu différentes choses. On a toujours Airbus. On a toujours, mais en tous les cas, on a besoin de relais de croissance, et en particulier de relais de croissance industrielle. Où on va les trouver? On va les trouver à travers des brevets. Si vous regardez... pas que, selon vous, cette réforme du collège amène à tout ce que non, vous dites. mais justement, oui. le vrai sujet n'est pas là. Si vous prenez les dépôts de brevets, et je vais citer les Échos, l'année dernière, en Chine, on a déposé 520 000 brevets. C'est la première fois que la Chine en dépose autant que les États-Unis. Les États-Unis étaient à 504 000. Combien on en dépose en France? Bonne question. Combien? 16 000. 16 000. Oui, alors vous allez vous dire, ce genre de statistiques. Non, vous allez moi, je dépose un brevet tous les jours. Non. Surtout vous, Jean-Luc Bombaud. Bien connu. Non, alors d'abord deux réponses sur les brevets parce que c'est quand même fondamental pour l'avenir du pays. La première chose, c'est que si on fait un rapport à la population, on pourrait dire, si on se base sur les États-Unis, on devrait être à 100 000, alors qu'on n'est qu'à 16 000. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose. En France, on a deux particularités. C'est que si demain vous allez à l'INPI puis vous dites « Oh, j'ai une petite idée, je pense que ça va peut-être marcher, ça s'appelle Google ». Vous ne pouvez pas le déposer en France. Vous ne pouvez pas le déposer en France parce qu'il n'y a pas de développement industriel, un. Et deux, vous avez un autre sujet des dépôts en France, c'est que vous ne pouvez pas amortir les dépôts. Il y a ce contexte important. Sur le collège, non, on n'est plus. Mais derrière tout ça, les vrais enjeux... Vous avez raison de les rappeler. Les vrais enjeux, c'est vers quelle société on doit aller. Et au lieu de regarder simplement un moment qui est un moment important, bien évidemment, à la fois pour les enseignants et pour les élèves, mais penser dans la logique. Je voudrais juste qu'on regarde la caricature, pardonnez-moi Jean-Luc Bombaud, d'Hervé Baudry. Elle vaut son pesant de... Voilà, donc c'était une langue morte, mais en même temps c'est très vivant comme douleur pour certaines personnes. Alors Guillaume Tabar, je reviens au débat politique. Nicolas Sarkozy vous a donc accordé un entretien demain. Il dénonce le coup de force du gouvernement et il rajoute ceci: nous utiliserons tous les moyens parlementaires et juridiques. C'est-à-dire? Écoutez, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Il faudra que Nicolas Sarkozy approfondisse ça. En tout cas, il ne veut pas d'une manifestation comme l'a demandé François Bayrou. Exact. Non, c'est sûr que Nicolas Sarkozy prend conscience de ce que le sujet est en train de monter. Ça fait un bout de temps qu'il monte, mais on peut dire que l'UMP a pris le train en marche, car la contestation de la réforme, elle est d'abord partie d'un certain nombre d'intellectuels, vrais ou pseudo, je n'entre pas dans le distinguo, de professeurs, et la droite n'a pas vu le sujet, pour être franc. Notamment peut-être pour une raison, c'est qu'elle-même, lorsque la droite était au pouvoir, s'est laissée refourguer par le Conseil supérieur des programmes qui n'avaient rien à envier à ceux que Najat Vallaud-Belkacem, à son tour, a accepté et veut mettre en œuvre. Donc voilà, il y avait une sorte d'accoutumance, un système qui allait de mal en pis, de réforme en réforme. Bon. Ils ont fini par comprendre qu'il y avait un vrai sujet, et c'est vrai que Bruno Le Maire a eu l'intuition, alors au départ partant de la question très précise des classes bilingues, puisque Bruno Le Maire a un certain tropisme pour l'allemand, pour l'Allemagne, donc il s'est emparé de ce sujet, et puis il a tout de suite monté sur une pétition globale sur la réforme. Il dit qu'il a fait une tribune effectivement au Figaro. Et qu'il a eu un nombre de retours incroyable. Et c'est là où il s'est dit, tiens, c'est un sujet. Parce que finalement, il allait juste après Jean-Marc Ayrault, qui lui-même, germaniste, avait dit que la suppression des classes bilingues, c'était pas bien. Et là maintenant, vous l'avez dit, il y a maintenant une course-poursuite un peu à droite à celui qui va incarner ça. Alors, défendre la Lorelai. Mais c'est ce que disait Cécile Cornudet, c'est-à-dire que la réforme du collège a depuis le début devenu un objet politique et on a très vite entendu des grands mots, des envolées, et c'est vraiment Bruno Le Maire qui a saisi, peut-être avec un petit peu de retard, il a pris comme les autres le train en marche. Est-ce qu'il s'est révélé également? Parce qu'il va y avoir un débat demain entre lui et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est aussi le match de la nouvelle génération qui s'installe? Mais c'est sûr, en tout cas, il a été le plus rapide, parce qu'en réalité, tous les responsables de l'UMP travaillent sur l'éducation. Tous en font leur sujet prioritaire pour 2017. Alain Juppé promet un livre en août. François Fillon a présenté ses propositions il y a un mois et demi, mais ils étaient tous à contretemps et il a été malin, Bruno Le Maire. Il a saisi l'occasion. Et puis surtout, donc il y a eu la phase
de critique et de dénonciation de la réforme Vallaud-Belkacem, mais Bruno Le Maire a commencé à faire une contre-proposition en parlant d'un collège recentré sur 4 matières uniquement, français, maths, histoire et une seule langue vivante, développement de l'apprentissage. Voilà, on voit un peu la colonne vertébrale de ce que serait un projet alternatif pour l'école. Et c'est là où il prend peut-être une longueur d'avance à droite. Oui, c'est un peu un consensus à l'UMP pour reporter l'idée de la construction du projet à plus tard, à l'année prochaine, au moment de la primaire. Et là, tout d'un coup, il était finalement le seul prêt à sortir les propositions. Justement, Bruno Le Maire, on en parle. C'est Bruno Le Maire, Hervé Baudry ? J'ai très vite. Non, mais c'est pas grave, on va dire. On le reconnaît. Ah, le maire de toutes les batailles, évidemment. Oui, bien sûr. Jean-Luc Gombault et Claude Postin, est-ce qu'on peut dire que cette réforme a réveillé le combat politique, creusé encore plus le clivage gauche-droite ? Il l'a réveillé en tout cas sur la question de société, encore une fois. Et sans doute que ces questions de société vont monter en puissance d'ici à 2017 si la conjoncture ne se dégrade pas brutalement et si elle continue ce petit train-train que nous lui connaissons aujourd'hui, 1,5%, une légère stabilisation du chômage, les questions de société vont monter. Et cette affaire d'éducation, encore une fois, la préoccupation majeure des gens, évidemment c'est le chômage, on sait bien, mais c'est l'avenir de leurs enfants. C'est quelque chose pour eux, c'est la prunelle de leurs yeux. Ils savent que leur propre avenir ne sera pas particulièrement glorieux compte tenu de la crise, mais celui de leurs enfants les préoccupe au premier chef. Et donc, le problème dans cette affaire, je crois, c'est que la réforme des collèges est venue se tamponner avec la réforme des programmes. Et Mme Belkacem n'a pas vu ce tamponnage, que ça allait poser un certain nombre de problèmes. Et effectivement, ce tamponnage des programmes et de la réforme des collèges a fait passer de côté, parce que si vous regardez les sondages, je sais pas, 60% des Français seraient favorables à la réforme des collèges. Le Conseil supérieur de l'éducation a voté, il y a un mois ou deux, en large majorité, cette réforme des collèges. La manifestation, vous l'avez dit à l'instant, n'était pas tellement fournie. Il n'y a pas une opposition aussi forte. Mais par contre, la réforme des programmes, alors là, ça touche à l'éducation des enfants. C'est une autre partie aussi qui s'annonce difficile. Regardez Claude Posternac sur la ministre Najat Vallaud-Belkacem, Hervé Baudry. Oui, on a parlé beaucoup la semaine dernière, notamment elle boit pas, elle fume pas. Sarkozy qui avait... Elle drague pas, mais... mais elle énerve Sarkozy, oui, de toute façon. Très sympa. Je vous voyais réagir quand je dis le match de la nouvelle génération. C'est le cas qui s'installe ? D'abord, là encore, un petit préalable. Dans ce pays, je crois qu'on se laisse abuser et on participe à abuser aussi les Français, nous, d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans l'opposition, la gauche est quasiment gauchiste et dans l'opposition, la droite est quasiment libérale. C'est-à-dire que et à l'arrivée, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, la droite est étatique et la gauche est étatique. Donc, tous les projets, parce que la droite abandonne l'ISF dans l'opposition, la droite abandonne les 35 heures dans l'opposition, mais à l'arrivée, elle défend les intérêts de la bourgeoisie d'État, globalement, et la gauche de la même façon. Donc, il y a un débat aujourd'hui qui commence à lasser les Français, parce qu'ils ont l'impression que where is the beef ? C'est-à-dire qu'on débat de certaines choses, mais... Dites-le en allemand, plutôt. Alors, where is the beef, justement ? Where is the beef ? Alors, après, pour rebondir sur les nouveaux, c'est vrai qu'il y a une altérité Bruno Le Maire. En fait, on ne sait pas where is the beef, mais on sait qu'il y a un os sur cette affaire. Non, mais il y a une altérité sur Bruno Le Maire, parce que Bruno Le Maire, d'abord, il a fait deux choses qui sont différentes. La première chose, c'est qu'il a pris position sur la limitation des mandats dans le temps, ce qui est très très novateur dans la démocratie française. La deuxième chose, c'est un des rares hauts fonctionnaires qui a démissionné en disant on ne peut pas faire de la politique et dans la haute fonction publique. Je n'en connais pas à gauche. Je n'en connais pas à gauche. C'est donc le moment Bruno Le Maire. Et là, le débat qu'il ouvre sur l'éducation à travers le collège diversifié est un sujet pas inintéressant, il faut le reconnaître. Mais il est plus radical du coup que le reste de la droite. Exact. En tous les cas, tous se préparent 2017 dans toutes les têtes et on va écouter l'extrait du discours hier de François Hollande en déplacement à Carcassonne, un discours à forte connotation préélectorale. Ce qui compte, c'est la volonté d'agir et d'être fidèle aux engagements. Je me souviens des paroles que j'avais prononcées au Bourget, c'était en janvier 2012. Après les réformes de structure, après les réformes d'urgence, disais-je à cette époque, nous pourrons redistribuer ce que nous aurons créé.
ce que nous aurons fabriqué, ce que nous aurons engagé, ce que le pays aura pu, par son redressement, favoriser. Voilà les temps qui doivent être proposés. D'abord, le redressement, ensuite la redistribution. Mon projet, ma feuille de route, figure en toutes lettres et je demande à chacun de se rapporter au discours du Bourget ou, pour ceux qui le préféraient, au discours de Carcassonne. Et voilà le retour du discours du Bourget, en tous les cas de son évocation. Là, Guillaume Tabar, sur le chemin, clairement, on va retrouver des gros cailloux blancs sur le chemin jusqu'à la candidature prochaine pour 2017. Je trouve assez étonnant quand même cette sortie de François Hollande sur le discours du Bourget, parce que d'abord, dans l'esprit de bien des électeurs, et à commencer par les électeurs de gauche, et par le noyau dur de son électorat, le discours du Bourget, c'est précisément, à tort ou à raison, parce que c'est vrai quand on lit le détail du discours, il y a beaucoup de choses, mais à tort ou à raison, c'est le symbole du discours de campagne démenti par la réalité. Donc ça, c'est risqué de ressortir ça. Deuxième point, on vient de l'entendre, il semble sous-entendre, même plus que sous-entendre, carrément dire, ça y est, le redressement est fait, on peut maintenant passer à la redistribution. Je ne suis pas sûr que, sous prétexte qu'on ait appris qu'un chiffre de croissance est un peu meilleur au premier trimestre, que tout le monde ait le sentiment que ça y est, le redressement est fait, qu'il n'y a plus de déficit en France, plus de dette, et que maintenant, on peut redistribuer à nouveau de l'argent. Je crois que tout le monde a bien compris, l'argent, il n'y en avait toujours pas, et qu'on n'était pas encore sorti du temps de l'austérité, des difficultés, etc. Donc, être dès maintenant dans un discours, en plus, qui est, les gens ont bien compris que c'est le discours électoral où on promet tout et n'était plus crédible. Je trouve ça assez étonnant, pour ne pas dire inquiétant, que 2 ans avant l'échéance, on en soit déjà à rouvrir la boîte à promesses, car c'est un peu ça. D'accord. Et notamment, c'est sur ce point qu'il peut y avoir, à mon avis, un décalage avec Manuel Valls, qui, lui, jamais ne prononce le mot de redistribution. Il y a eu un rebond de la croissance, comme vous savez, au premier trimestre de 0,6%. Alors ils disent qu'il y a une amélioration, un cercle vertueux qui c'est une accélération, un cercle vertueux, mais jamais redistribution. Et je pense que Emmanuel Valls et Michel Sapin, par exemple, aux finances, n'ont qu'une peur, c'est de revoir se mettre en route ce François Hollande candidat qui ne peut s'empêcher de faire des cadeaux électoraux partout où il va. Aux Antilles, il en a fait plein. Il a donné de l'argent aux universités, il a réglé un différend fiscal. Enfin, il y a au moins une quinzaine de petits cadeaux. Aujourd'hui, il y a une prime de 300 € pour les chômeurs de plus de 60 ans. Donc ça peut être un vrai différent, je pense, dans les mois qui viennent. Alors, c'est pas le Père Noël, Hervé Baudry, mais oui, mais moi, je reste toujours un petit peu dans l'école. Et pour l'école des fans, c'est pas gagné, parce que le chemin est encore long. Vous savez, Bourget et Carcassonne, ça monte à Carcassonne. Jean-Luc Gombault. Vous vous rappelez la cagnotte de Chirac? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'était une manière pour lui d'attaquer son Premier ministre de l'époque, qui était Lionel Jospin. Mais en fin de compte, comment peut-on parler, comment pouvait-on déjà parler à l'époque de cagnotte, alors qu'il y avait déjà le déficit? Vous m'excuserez de ne pas me souvenir exactement du taux. Et comment peut-on aujourd'hui parler de toute façon, de cagnotte, parce qu'en fait, c'est exactement cela dont il parle, et qu'on est toujours au-dessus, largement, des 3% de déficit. Mais ce que je n'ai pas bien compris dans le discours du président de la République, c'est que la deuxième phase, c'est après 2017, ou ça commence maintenant? C'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. C'est ça. Il avait théorisé un quinquennat en 2 temps, oui, le redressement, puis la redistribution. Peut-être qu'il voit 2 quinquennats, peut-être dans les 2 temps. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je ne comprends pas, parce que il va alimenter peut-être une nouvelle déception. Parce que c'est toujours ça le problème avec M. Hollande. En même temps, vous ne pouvez pas venir dire « je n'ai plus rien à promettre » si vous allez être candidat. L'inversion de la courbe de la cagnotte, vous voyez, les gens vont dire « mais enfin, c'est quand même... Pourquoi avancer des choses dont qu'il ne pourra pas en campagne électorale, tout est permis. Après, on se débrouille. Oui, mais dans sa tête, il est en campagne, je pense déjà. Non, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire qu'ils envoient à tout le monde le signe qu'ils sont en campagne. Vous le savez très bien. Ils nous le font passer et clairement. Et ça va créer un vrai décalage. Le premier décalage, c'est que François Hollande a véritablement fragilisé la parole publique. C'est-à-dire lorsqu'il est arrivé en disant « on fera les 3%. » Les 3% n'étaient pas là. Est-ce que c'est vraiment le seul politique Non, mais à ce niveau-là, ça a été quand même... Il y avait une grosse attente. Le Bourget, en particulier, a créé une forte attente. Et il disait « je fais peu de promesses ». Et je fais peu de promesses, donc les 3%,
ils n'ont pas été là. L'inversion de courbe du chômage, je ne reviens pas dessus. La reprise n'était pas là, etc., etc. Donc il y a une accélération des choses. Et aujourd'hui, à partir du 0,6% du premier trimestre du PIB, il commence à laisser entendre qu'il peut y avoir une redistribution. Je pense que ça peut être extrêmement dangereux, dans le sens où aujourd'hui, François Hollande est un émetteur décrédibilisé. C'est-à-dire c'est un émetteur faible. En termes de communication, on parle d'émetteur faible. C'est-à-dire lorsque vous êtes, même s'il est passé de 16 à 24%, il est un émetteur faible. En général, quand vous êtes un émetteur faible, vous devez passer par une phase de réhabilitation. Et cette phase de réhabilitation, elle ne passe que par un endroit, c'est le silence. C'est-à-dire qu'il faut recréer du désir, il faut recréer la volonté de vous entendre. Et là, lui, il est dans un schéma autre. C'est-à-dire, il s'est dit, maintenant, j'occupe le terrain, je vais occuper le terrain, je vais occuper le terrain. Et ce déphasage va être terrible, parce que lorsque vous avez 5 800 000 chômeurs, 4 300 000 personnes au RSA, c'est extrêmement douloureux d'entendre le président de la République dire que tout va bien, parce que dans leur quotidien, les Français... J'ai apporté quand même un bémol. Est-ce que vous pouvez me répondre? Parce qu'on dit cela, mais rappelons quand même que quand il y a eu ce petit vent sur le chiffre de croissance, tout le monde a été surpris. Et tout le monde a dit, ah, quand même, donc est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, est-ce qu'on peut supposer qu'il peut y avoir aussi de bonnes surprises et des légers frémissements, en léger frémissement, un contexte plus favorable? Le contrôle de nos amis, c'est-à-dire qu'on a eu un retard de croissance par rapport aux autres pays européens, c'est-à-dire que si vous le lissez sur une année, on est loin des autres. Donc simplement, il y a eu un décalage parce que la machine est beaucoup plus lourde à mettre en route, donc il est venu plus tard. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on a un euro aussi faible, des taux aussi faibles, un pétrole aussi faible, c'est-à-dire qu'on a des conditions qui sont des conditions incroyables, comme si on avait eu une forte dévaluation. Dans ces conditions-là, il y avait les outils pour redémarrer. Et malheureusement, ce 0,6, on sait très bien, n'est pas suffisant pour créer de l'emploi. Il faut beaucoup plus de croissance en France pour créer de l'emploi. Et c'est cette occasion ratée qui fait quand même un peu râler dans les chaumières. Jean-Louis Goumbaud, je vous laisse réagir sur le contexte économique. Je trouve, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a une grande sévérité autour de ce plateau, parce qu'il y a quand même quelques signaux. On parle souvent de ce qui ne marche pas. Peut-être parfois on peut souligner que le verre est à moitié plein, parfois. Alors, il est à moitié plein, oui, si on veut. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que c'est une bonne surprise. Ce qui est vrai, c'est que c'est un indice provisoire. Donc, je pense que beaucoup au sein même de l'équipe gouvernementale veulent mettre le tempo sur ce 0,6. Parce que rappelez-vous, si vous prenez la croissance de 2014, elle a été divisée par 2 entre ce qui avait été annoncé au départ. On n'est pas à 0,4, mais en fait, on est à 0,2. Donc, mais c'est vrai quand même que là, il y a peut-être un frémissement, les fameuses planètes qui s'alignent, je ne sais plus quelle est l'expression, et surtout le dynamisme de la croissance, le dynamisme de la consommation qui a permis ce fameux 0,6. Mais de là, effectivement, à parler de reprise, de dynamique de l'économie française, non. Mais il y a une bonne surprise. Encore une promesse croquée par Hervé Baudry. Oui, alors Jean-Louis parlait de planètes qui s'alignent et moi je parle peut-être de grandes marées, mais je ne sais pas si Mistral on va arriver à le vendre. Hein. Ça, il vaut mieux pas qu'il fasse de promesses. Il y a déjà les rafales qui sont partis, qui partent les uns après les autres. Guillaume Tabar, parlons d'à droite. À droite, ça s'organise, ça change de nom, d'équipe sous la houlette de Nicolas Sarkozy qui, dit-on, est devenu l'homme le plus rassembleur, celui qui ne veut absolument fâcher personne pour ne pas froisser son nouveau costume de rassembleur. C'est le cas, Sarkozy, le pacificateur? En tout cas, il prend beaucoup sur lui pour ne pas être en faute sur cette question de l'unité de la droite, de l'UMP actuellement. Il y arrive plutôt assez bien au sens où, d'abord, il a concédé tout ce que les autres demandaient. Je pense d'abord à la primaire. On sait très bien au départ, il ne voulait pas de primaire. Juppé en a fait un casus belli. Il a dit bah, tu veux une primaire, très bien, tu auras la primaire. Bon, Juppé a dit oui, mais il faut qu'elle soit ouverte. Très bien, elle sera ouverte. Oui, mais il faut qu'il y ait assez de bureaux de vote. Très bien, il y aura assez de bureaux de vote. Donc il a accordé tout ce qu'on lui demandait, avec la conviction qu'il était capable de gagner cette primaire. Donc ça désarme les oppositions. Pareil sur le changement de nom. Au départ, il ne voulait pas un vote. Bon. Alain Juppé en a fait aussi un casus belli. Ben, très bien, il y aura un vote. Et il est persuadé de remporter ce vote. Sur la composition du bureau politique, pareil, ils sont arrivés à une liste consensuelle. Bon, alors, on sait bien que les rivalités personnelles, elles demeurent, que la bataille pour la primaire sera dure. Mais Nicolas Sarkozy va être en position d'être celui, enfin, en tout cas, qui n'aura... Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tombé dans un pot de miel, il est devenu tout mielleux, il accepte tout le monde? C'était pas sa nature première. Il a besoin de cette unité. C'est-à-dire que sa crédibilité, tout le discours qu'il tient depuis, qui tenait déjà, je veux dire, in petto avant de revenir officiellement, c'est de dire, regardez-les, la guerre Fillon-Copé. Bon, il avait besoin de revenir comme étant celui qui pouvait apaiser
les tensions et réparer ce qui avait fait beaucoup de mal à l'UMP, à savoir le spectacle de ce déchirement et de tout ce qu'on avait constaté pendant 2 ans. Voilà. Donc il fera tout et il fait tout pour que le 30 mai soit une journée où tout le monde puisse prendre la parole, où tout le monde soit respecté. Parce que le pari qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où il tient le parti, il a de facto la légitimité du patron de l'opposition, hein, et qu'on ne pourra le priver de l'investiture finale que si lui commet une faute. Il préfère que ce soit les autres qui commettent les fautes. Et il a même, Hervé Baudry? Oui, quelqu'un pourra mettre un nouveau portefeuille dans son sac à main. C'est Rachida Dati, puisqu'il a rappelé Rachida Dati. Elle est au bureau politique. Formidable. Si elle paye ses cotisations à l'UMP, pour lesquelles elle a un peu de retard. Je ne sais pas si vous avez lu la presse de cette semaine, je Ça suppose nous que vous avez arrive. lu, sur Rachida Dati, qui a quand même envoyé un beau scud et qui a mis les points sur les i à Nicolas Sarkozy, puisque elle s'est montrée très ferme lorsqu'on l'a attaquée sur ses dépenses. Et là-dessus, elle a répondu en disant « Mais je ne comprends pas, j'ai des dépenses de communication et je ne sais pas d'où elles viennent. Elles m'ont été imposées par l'Élysée. » Donc le message était extrêmement clair. Donc bien évidemment, Rachida Dati a eu son De toute poste. façon, elle est reprise pour ça aussi. Des proches de Sarkozy disent qu'elle est plus gênante dehors que dedans. Donc on est quand même... Alors, il est bien évidemment un contre-nature. Il souffre, Nicolas Sarkozy, parce que d'abord, il est dans un poste, il a été obligé d'être président de l'UMP pour revenir dans la course, mais ça l'ennuie profondément. Il va être obligé d'être consensuel, et vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, l'électorat de droite ne supporterait absolument pas la moindre cassure, et celui qui va ouvrir le conflit est perdant. Donc, ils sont obligés d'être dans cette attitude-là, mais c'est quand même une dimension difficile, surtout que dans la semaine, s'est passé un élément judiciaire pas neutre, c'est-à-dire qu'on a validé le principe des écoutes, et ça risque de poser un problème, puisqu'il y a quand même pas mal d'épées de Damoclès sur la tête du président de l'UMP, qui peut fragiliser également la droite. Et nous verrons ce qu'elles vont donner. Je vais vous faire réagir à la revue de presse de vos hebdos comme tous les mercredis. On va voir défiler toutes les unes. On va commencer par l'Express. L'Express qui titre sur un marronnier de la presse. Vous pouvez deviner, c'est les francs-maçons, mais vous allez le voir, pas n'importe lequel. Manuel Valls, l'étonnant parcours d'un frère pas comme les autres, explique l'hebdomadaire qui appartient à la loge ni maître ni Dieu. Guillaume Tabar. C'était un secret de polichinelle. Oui, mais il faut lire. J'invite à acheter l'Express, à lire ce papier qui est hallucinant. On découvre cette espèce de logorée, de jargon, d'initiation, etc. Bon, et c'est assez stupéfiant de voir comment tous ces réseaux-là ont quand même une certaine force dans la République. L'Obs, regardez, c'est pas une, pas deux, pas trois, mais 4 unes exceptionnelles à l'occasion de l'entrée au Panthéon des résistants. Il y a Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zé, puisqu'on parle beaucoup d'éducation. L'Obs consacre 4 couvertures à l'esprit de résistance. Match, et au-delà de la une qui est consacrée à Renault, il y a un reportage sur la ville de Palmyre, prise aujourd'hui, et on l'apprend quasiment la totalité de la ville par les djihadistes de l'État islamique. Il y a donc péril sur cette ville, joyau de l'Antiquité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Valeurs actuelles, je vais vous faire réagir. Et ce titre, Claude Posternac, la repentance, ça suffit. Et ce sous-titre, la haine anti-France de la gauche. Bon, malheureusement, Valeurs actuelles, une fois de plus, ne fait pas dans la finesse. Je trouve que d'abord la repentance, de se souvenir de la souffrance des gens, c'est indispensable. Donc les gens qui remettent en cause la repentance, en général, c'est des très mauvais signes. Donc je pense qu'il faut... penser aux gens et aux gens qui ont souffert. Puis deuxièmement, cette attaque systématique du ministre de la Justice, on peut être en désaccord avec le ministre de la Justice pour des raisons politiques et elles peuvent être évidentes, elles peuvent être compréhensibles, mais systématiquement taper à chaque fois sur la même tête, c'est un peu louche à la fin. Merci à vous, merci Claude Posternac, Jean-Luc Gombaud, Guillaume Tabar. Oui, Jean-Louis. La caricature. Ah oui, il y a un petit dessin là aussi, on a oublié. Parce que moi je fais la revue de presse aussi, donc dans Paris Match, il y a un beau portrait écrit par Céline Masbrook. C'est très gentil. Voilà, donc tous les mois, vous pouvez la retrouver. Merci pour la publicité, Hervé Baudry. Merci Cécile Cornidet, merci à tous. On arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour le grand entretien du jeudi. Mon invité, c'est le mathématicien Cédric Villani. On va reparler de la réforme du collège. Belle et douce nuit à vous.